Rebonjour à tous. On l'a évoqué plusieurs fois dans la journée, mais c'est vrai que sur les 2 dernières années, les épargnants, les investisseurs ont positionné finalement les cryptoactifs comme une classe d'actifs à part entière. Et une classe d'actifs qui connaît une demande croissante, même encore aujourd'hui. Et sur ce rythme-là, on peut envisager qu'en Europe notamment, on voit finalement une réallocation de portefeuilles, d'actifs traditionnels, donc des épargnants, des investisseurs qui sont investis aujourd'hui sur des actions, des obligations, des fonds d'investissement, vers cette nouvelle classe d'actifs, vers les cryptos. Et donc même si en pourcentage, l'allocation crypto dans les portefeuilles reste faible, 1, 2, 3, 4%, en montant, c'est considérable. Et donc, Legitty a été construit pour répondre à cette demande. Legitty est la première plateforme crypto patrimoniale qui permet d'intégrer les cryptoactifs dans un contexte patrimonial traditionnel connu des investisseurs, ce qui permet de lever de nombreuses barrières. Et comment on fait ça? Principalement à travers, bien évidemment, la possibilité d'acheter, de vendre et de conserver des cryptoactifs de façon simple et sécurisée, mais également en donnant la possibilité aux utilisateurs, à l'épargnant, de pouvoir agréger toute son épargne, c'est-à-dire connecter ses comptes bancaires, son assurance vie, son compte titre et ses actifs non cotés, et également de pouvoir solliciter un conseiller en gestion de patrimoine parmi des milliers d'experts en fonction de la demande. Ça peut être des demandes sur la fiscalité, sur les taxes, sur le wealth planning, sur une succession, peu importe, mais c'est faciliter finalement le contexte patrimonial du client. Et donc, notre vision à moyen long terme est vraiment de devenir une plateforme d'épargne de référence en Europe, intégrant les cryptoactifs, donc cette nouvelle classe d'actifs, et animée par des milliers de banquiers privés indépendants. Et dès le début de notre création, on a pensé et imaginé notre utility token qui permet d'une part de créer et d'animer une communauté, donc de fédérer nos utilisateurs sur le long terme, et d'autre part, bien évidemment, de participer au financement de notre développement. Et on a eu à cœur d'essayer d'aligner le plus possible, finalement, la croissance de la société, le nombre d'utilisateurs, les revenus générés, avec la valorisation de cet actif numérique. Et la façon dont on a pensé l'utilité de notre actif numérique nous permet de justement aligner et de corréler finalement ces deux composantes, la croissance de la société et la valorisation de cet actif numérique. Et donc concrètement, la détention aujourd'hui par le token holder du LTY token lui permet d'accéder à des avantages exclusifs, à des accès prioritaires sur certaines fonctionnalités, sur certaines opportunités d'investissement demain, lui permet également d'avoir des frais réduits, sur des frais d'échange par exemple quand il investit en crypto, mais également de participer à l'évolution du produit dans la durée, avec du coup la volonté de faire participer justement la communauté sur les prochaines évolutions du produit, les prochaines fonctionnalités qu'on devrait intégrer, pour vraiment être à l'écoute de la communauté. Donc comme on est en B2B2C, c'est aussi bien une communauté de professionnels avec les conseillers en gestion de patrimoine que des particuliers, et donc de leur donner une voix pour guider finalement l'évolution du produit en fonction de leurs besoins. Et puis après d'autres incentives, on va dire, qui permettront d'aligner justement la valorisation de cet actif numérique avec la croissance de la société sur le long terme. Est-ce que vous avez des questions? Une question. Ouais. Donc le LTY token, c'est déjà une réalité, puisque je crois que tu as levé 1 ou 2 millions déjà d'euros là-dessus. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que donc il n'y aura plus de levée sur le token? Est-ce que tu prévois une continuité à ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a fait un premier tour de financement avec la vente du token en seed, qui a permis déjà de fédérer une communauté. L'avantage de cet actif numérique, du point de vue de la société, c'est également de continuer finalement à pouvoir avoir un moyen de financement sur le long terme,
notamment via la croissance de la société, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, la croissance de la société aura un impact fort sur la valorisation du token. Et donc, comme aujourd'hui la société conserve une trésorerie de cet actif numérique, ça permettra à la société d'accélérer beaucoup plus fort demain, notamment si on doit déployer beaucoup plus de marketing, de communication, pour une expansion peut-être plus massive en Europe que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc là, on est typiquement dans le modèle hybride qu'on évoquait un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est une société qui s'est financée en equity, notamment avec Founders Ventures, qui ensuite a décidé de créer un token. Là aussi, Founders, sur un véhicule différent, a investi. Et on est dans cette recherche d'équilibre, ce qui est pas facile tous les jours, entre où va la valeur créée dans le token. Mais cela a permis, au-delà des fonds levés, de fédérer une communauté qui est globale aujourd'hui, puisque tu as des investisseurs et des potentiels investisseurs en Asie, aux États-Unis, enfin un petit peu partout. Exactement. Et donc le fait d'être global et d'avoir créé cette communauté au niveau mondial permet peut-être demain de saisir aussi également des opportunités sur différents pays. Si aujourd'hui on est régulé en France avec l'autorité des marchés financiers, donc notre premier marché reste la France et l'Europe, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et le fait d'avoir justement, on va dire, des porte-paroles, une communauté à l'international, peut nous ouvrir des portes dans le cadre de notre croissance future. Comment vous jugez l'appétit des CGP et combien vous en avez enrôlé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'ils ont très envie d'y aller ou... Ouais, c'est une très bonne question. Alors je pense que c'est pas une envie ou pas, c'est qu'aujourd'hui ils n'ont pas le choix. Parce que vous pouvez demander à tous les CGP, 90% d'entre eux ont des demandes toutes les semaines de la part de leurs clients, comment investir en crypto. Parce que si on voit aujourd'hui, on parle de crypto un peu toute la journée dans beaucoup de médias, et le réflexe aujourd'hui d'un épargnant, même qui ne connaît pas la technologie, qui ne connaît pas les cryptos, c'est, bon, tout le monde en parle, je ne vais pas être le seul à pas avoir investi, donc ils vont mettre une petite partie du capital qu'ils sont prêts à perdre, parce que ça reste un actif volatile, mais il y a de plus en plus de demandes d'acteurs, d'investisseurs très traditionnels, qui ont déjà de l'épargne, et qui voudraient réallouer quelques pourcents de leur épargne sur cet actif numérique, pour participer à cette innovation technologique sur le long terme. Et là, c'est vrai que aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de barrières pour investir en crypto, même s'il existe des plateformes simples. Mais un épargnant qui a l'habitude, contrat d'assurance vie, compte titre, son CGP, il ne va pas aller sur une plateforme d'échange pure crypto parce que ça sort finalement de son spectre. Et donc, justement, de réintégrer les cryptos dans un contexte patrimonial global rassure d'une part et permet plus facilement à cet investisseur de passer le pas et d'investir en crypto. Et les conseillers en gestion de patrimoine ont un rôle à jouer, alors pas dans le conseil d'investir dans telle ou telle crypto, mais plus dans l'accompagnement global patrimonial. Parce qu'on a vu que c'est un actif quand même volatile, donc volatilité c'est à la hausse ou à la baisse. Aujourd'hui, un investisseur qui investit 2-3% de son patrimoine en Bitcoin, si demain le Bitcoin fait x10, il se retrouve avec 30% de Bitcoin dans son patrimoine. Le risque associé à cet actif numérique dans le cadre de son patrimoine n'est plus du tout le même. Et donc là, avoir un expert qui puisse mettre en lumière finalement ce facteur-là, pourra plus facilement dire « Ah bah oui, je vais prendre quelques profits pour réduire ce risque-là ». Et donc, on a un pilotage de l'épargne beaucoup plus efficace. Et puis, le deuxième avantage, c'est que de fédérer une communauté justement de conseillers en gestion de patrimoine, donc, moi j'appelle ça un peu des banquiers privés indépendants parce qu'ils ont un peu le même rôle, ça permet aussi d'avoir de capter des clients de façon indirecte sans avoir un besoin de financement de marketing considérable. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le B2C en direct coûte énormément d'argent. Donc, dans notre modèle de financement, d'être dans ce modèle B2B2C permet de réduire un petit peu ce coût d'acquisition client. Et pour répondre au début à la question, aujourd'hui, on a 1700 conseillers en gestion de patrimoine qui ont commencé, on va dire, l'enregistrement. Moi-même, je fais partie de certains groupes, notamment, je suis président d'une commission crypto d'une association de CGP en France. Donc je participe à démocratiser le sujet, à apporter cette pédagogie. Et en fait, c'est compliqué même de répondre à la demande parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais on voit que la demande est réelle, malgré, on va dire, la baisse des marchés récemment. Et elle est encore plus réelle parce que j'ai même des gens qui reviennent et qui me disent « Bon, maintenant, il faut que je me dépêche à investir parce que ça a beaucoup chuté et c'est maintenant qu'il faut investir. » Donc la chute des marchés ne fait pas peur aujourd'hui à ces investisseurs-là. Le token, il est par nature sans frontières, alors que les marchés de la gestion privée, ils sont plutôt nationaux. Comment tu gères ce potentiel grand écart? Et autre partie de la question, demain le token, il t'emmène hors de France, dans tes opérations, et où ça?
Alors, token hors de France, c'est-à-dire que les token holders hors de France détiendraient le token ? Et des opérations de Legity en B2B2C avec des acteurs hors de France. Alors, le fait qu'on soit en B2B2C et régulé nous oblige quand même à maîtriser cette expansion. Maintenant, il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui dans le secteur, notamment l'annonce récemment d'un acteur majeur de stablecoin, donc cet actif numérique stable, avec une valeur stable, mais qui sera lié à l'euro, avec Circle, qui là on peut redesigner finalement un compte cash d'un compte d'investissement, finalement, grâce à ce token-là. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait s'ouvrir beaucoup plus largement et rapidement à d'autres frontières. À court terme, pour aussi rassurer et adresser une solution pérenne et solide aux investisseurs traditionnels, le cadre réglementaire en France est quand même un des cadres les plus avancés. Même si, voilà, effectivement, il y a certaines complications, mais ça rassure quand même, parce qu'il y a quand même un check qui est fait aussi bien sur les chefs d'entreprise que sur notamment l'application de toutes les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui est indispensable aujourd'hui si on veut une démocratisation de cette classe d'actifs. Donc ça, c'est pas une question. Mais donc voilà, donc demain, on saisira les opportunités. Et le fait de créer une infrastructure, on va dire, 3.0 d'une banque privée, va nous ouvrir des portes beaucoup plus rapidement pour une expansion beaucoup plus large. Moi, j'ai une question un peu de néophyte. Comment on fait son reporting? Alors là, c'est la même société de gestion. J'imagine qu'il y a une paroi étanche. C'est peut-être pas les mêmes personnes qui s'en occupent. Je pense que c'est normal. Comment je fais mon reporting quand je suis une société, que j'ai un modèle hybride comme ça d'investissement, et comment je prévois les sorties, à qui je m'adresse et comment je fais? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va se sentir lésé par rapport à l'autre compte tenu du modèle? De sortie en tant qu'investisseur, c'est ça? Oui. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je crois vraiment à la complémentarité entre l'investissement en equity et l'investissement en token, pour plein de raisons. Premièrement, l'investisseur en equity à aucun moment n'est lésé, parce que finalement, ça vient du financement supplémentaire non dilutif qui va permettre d'accélérer. Et donc, s'il est utilisé à de bonnes fins, il y aura plus d'utilisateurs, plus d'utilisateurs à faire. Donc, c'est positif également pour l'investisseur en equity. Demain, la sortie d'un investisseur en equity reste la même. En fait, c'est soit ça peut être un rachat. Enfin, on les connaît, les différentes sorties. Et pour le token holder, l'utilité principale du token, c'est de donner des fonctionnalités dans l'écosystème qu'on est en train de créer. Et donc, demain, le fait de détenir X montant de LTY dans l'application vous donne des frais quasiment nuls sur les frais d'échange, vous donne accès à un accompagnement gratuit sur votre patrimoine ou autre. C'est un vrai service. Et donc, plus il y aura de personnes qui voudront adhérer à ce service-là, plus il y aura de demandes sur le token. Et donc, étant donné que la supply est limitée, il y aura à un moment donné forcément une appréciation du token, de la valeur. Je repose ma question alors, parce que je n'ai peut-être pas été précis, mais sur la sortie, globalement, l'equity va faire du secondaire, il va vous racheter par un corporate, etc. L'acteur sur la partie token, ça ne sera pas forcément le même. Enfin, il va y avoir deux acheteurs où on trouve effectivement un acquéreur qui va faire les deux. Enfin, c'est quoi les types de sorties à l'heure actuelle sur un modèle hybride, quoi? Alors, sur un modèle hybride, oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Dans ce sens-là, je ne l'avais pas compris au départ. On a l'investisseur crypto, enfin dans le token, qui lui a toujours une porte de sortie. Il y a un marché secondaire sur le token, donc ça, c'est une possibilité. Et la sortie pour l'investisseur en equity, la personne peut-être qui rachète la société, c'est un actif numérique qu'il y a dans la société. Alors peut-être qu'au moment du rachat de la société, tous les tokens ont été vendus et sont aux mains finalement des utilisateurs, des investisseurs. Et donc du coup, il n'y a plus cette question-là parce qu'on reste que sur l'equity. Mais s'il reste une réserve de cet actif numérique dans la société, on peut la comptabiliser comme un actif immatériel et à ce moment-là, ça peut aussi rentrer dans la valorisation de sortie. Pour compléter, pour un fonds, ça ouvre aussi des possibilités de rebalancing entre equity et token, qui est une opération qu'on a menée très récemment avec Pierre-Yves sans en donner les détails, parce qu'on pense qu'il y a une élasticité plus forte aujourd'hui sur le token assez logiquement que sur l'equity, même si on croit beaucoup à l'equity, et donc on décide de rebalancer pour aller chercher un TRI supérieur. Donc le modèle est certes complexe, mais il ouvre aussi des potentialités de gestion et de création de valeur beaucoup plus importantes dans ce cadre. Parce qu'aussi, la dynamique de fluctuation de la valeur des deux actifs, l'equity et le token, ne sont pas les mêmes. Sur le token, on a aussi une composante spéculative qu'on n'a pas forcément sur l'equity, encore moins sur le private equity. Et donc, ça peut permettre de donner un peu de liquidité aussi aux investisseurs. Donc, d'avoir une combinaison des deux, finalement, apporte de la valeur à tout l'écosystème.
Merci Pierre-Yves. Merci à vous.